en particulier la voix remarquable de Karen. Elle avait une voix intemporelle. La dernière séance d'enregistrement de Karen Carpenter n'a duré que quelques minutes. Elle était mourante et tout le monde le savait. Après avoir chanté « Now », elle a murmuré quelque chose à Richard qui l'a figé. L'audio est resté dans des coffres pendant 40 ans. Maintenant, une nouvelle technologie a nettoyé cette bande endommagée. Ce que Karen a murmuré n'était pas ce que tout le monde attendait. Il ne s'agissait pas de musique. C'était une confession sur ces derniers mois que sa famille avait gardée secrète. Ces mots révèlent la véritable raison pour laquelle elle s'est effondrée ce matin de février. La vérité est déchirante. Karen Carpenter est née le 2 mars 1950 à New Haven, dans le Connecticut, à l'hôpital Grace New Haven. Son père, Harold, n'était pas un simple ouvrier. Il était en fait né en Chine et avait fréquenté des internats en Angleterre avant de s'installer comme imprimeur aux États-Unis. Ce type d'expérience internationale était incroyablement rare pour une famille ouvrière dans le Connecticut des années 1950. Au moment de sa naissance, Harold et sa femme Agnes vivaient dans un appartement modeste. Harold travaillait de longues heures dans une imprimerie locale, juste pour joindre les deux bouts. Et lorsque Karen est venue au monde, l'Amérique était en pleine période de baby-boom. Les rôles de genre étaient rigides. On attendait des filles qu'elles soient délicates, calmes, obéissantes. Mais Karen ne correspondait pas au modèle. Elle était différente et elle l'a su très tôt. Un grand changement est survenu en juin 1963, lorsque Karen avait 13 ans. La famille a tout emballé et a laissé derrière elle les hivers froids de la Nouvelle-Angleterre. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils n'ont pas déménagé en 1954, lorsque Karen avait 4 ans. Le déménagement réel en Californie a eu lieu près de 10 ans plus tard. Harold ne supportait plus le froid, mais la raison principale était la musique. Richard, le frère aîné de Karen, avait un don rare pour le piano. Et Harold pensait que la Californie lui donnerait les meilleures chances. Ils ont choisi Downey, un endroit de banlieue niché entre deux autoroutes principales, la 5 et la 605. Les déménagements transcontinentaux, comme celui-ci, étaient coûteux, risqués et rares en 1963 pour les familles sans beaucoup d'argent. Mais Harold a obtenu un emploi dans une autre imprimerie et Agnes s'est concentrée sur l'aide à l'installation de la famille. Ce déménagement a tout changé. Sans lui, la voix de Karen serait peut-être restée cachée. La magie qui a suivi n'aurait peut-être jamais eu lieu. Dans le Connecticut, Karen avait l'habitude de taper sur des casseroles et des poêles juste pour s'amuser. Mais ce n'est qu'en entrant au lycée de Downey en 1964 que la musique est devenue sérieuse. Elle ne voulait pas la faire de gymnastique, alors elle a rejoint l'orchestre de l'école. Ils lui ont donné un glockenspiel. Elle détestait ça. Puis, quelque chose a changé. Elle a vu un ami nommé Frankie Chavez jouer de la batterie et elle n'a pas pu détourner le regard. Il jouait de la batterie depuis l'âge de 3 ans et le regarder a allumé quelque chose en elle. Elle a supplié d'avoir une batterie comme ses idoles Joe Mell et Ringo Starr. Ses parents lui ont acheté un kit Ludwig à la fin de 1964. Et dès qu'il est arrivé, elle s'est assise derrière et a joué comme si elle l'avait fait toute sa vie. En un an, elle pouvait jouer dans des signatures rythmiques complexes comme 54, comme Take 5 de Dave Brubeck. Elle s'est entraînée tous les jours, a pris des leçons du batteur de jazz Bill Douglas, et en peu de temps, des musiciens chevronnés ont été choqués par ce qu'elle pouvait faire. Mais alors qu'elle devenait une force de la nature à la batterie, Karen devait également faire face à quelque chose de bien plus difficile. Depuis qu'elle était enfant, elle avait toujours été un garçon manqué. Sa mère, Agnès, voulait qu'elle soit féminine, gracieuse, délicate. Mais Karen aimait jouer au softball avec les garçons du quartier. Elle ne se souciait pas du maquillage ou des robes. Elle ne s'intéressait pas au théâtre. Elle était forte, rude, amusante et n'avait pas envie de changer. Cela a créé une tension constante à la maison.
Lorsqu'elle est entrée au lycée en 1964, son apparence et son comportement l'ont fait ressortir encore plus. C'était les années 1960. Les gens jugeaient. Et plus tard, lorsque Karen est devenue célèbre, les critiques n'ont cessé de la qualifier de garçon manqué. Elle a dû apprendre à ressembler à une célébrité avec l'aide de son amie Brenda. Mais ce n'est jamais venu naturellement. Au fond, Karen était toujours cette même fille qui aimait frapper une balle ou faire claquer une caisse claire. Cette bataille intérieure entre qui elle était vraiment et ce que le monde attendait n'a jamais disparu. Elle est restée avec elle et est lentement devenue une source de douleur. La maison que les Carpenter ont achetée à Downey après le déménagement est devenue légendaire. C'était une maison de 5 chambres à coucher sur Newville Avenue. Mais ce n'était pas qu'une maison. La famille a également acheté la plus petite propriété d'à côté et qu'ils ont construit une passerelle entre les deux. Cette deuxième maison est devenue leur laboratoire de musique. Et c'était un bureau, un studio, un espace de répétition et un lieu de rencontre. Dans ce petit complexe, Karen et Richard ont créé certaines des plus grandes chansons pop des années 1970. C'est devenu tellement emblématique qu'ils l'ont présenté sur l'album Now and Then de 1973. Mais cette même maison serait plus tard le lieu où Karen s'est effondrée à cause de son trouble de l'alimentation en 1983. Après sa mort, Harold est décédé en 1988 et Agnes a suivi en 1996. Richard a vendu la maison en 1997. Tant de fans venaient la visiter que les nouveaux propriétaires ont fini par démolir le studio d'à côté. La maison qui résonnait autrefois de musique s'est tue et toute une époque a tranquillement disparu. Le parcours de Karen à la batterie avait commencé en 1964, lorsqu'elle avait 13 ans. Elle avait un an de moins que ses camarades de classe au lycée de Downey et avait rejoint l'orchestre uniquement pour échapper aux cours de gymnastique. Elle a reçu le Glockenspiel, l'a détesté. Mais après avoir regardé Frankie Chavez jouer de la batterie comme Buddy Rich, elle a décidé de changer. Ses parents ont dépensé 300 $ pour la batterie, ce qui représente environ 3000 $ aujourd'hui. En seulement 12 mois, elle pouvait faire des rythmes que la plupart des batteurs n'essaient même jamais. Elle n'était pas seulement bonne, elle était spéciale. Elle s'est entraînée de manière obsessionnelle, a appris les techniques traditionnelles et les techniques de prise en main, et a pris l'instrument aussi sérieusement que n'importe quel professionnel. En 1965, alors qu'elle n'avait que 15 ans, Karen a formé le Dick Carpenter Trio avec son frère Richard et leur ami de l'université Wes Jacobs. Ils ne se contentaient pas de jouer lors d'événements scolaires, ils jouaient du jazz dans de vrais clubs. Ils ont même joué à Disneyland. Richard la regardait derrière la batterie et disait qu'elle avait l'air d'être née dans une usine de batterie. Ils ont obtenu un contrat d'enregistrement avec RCA et ont même enregistré 2 titres. Elle ne chantait pas encore. C'est venu plus tard. Mais le fait qu'une jeune fille de 15 ans joue du jazz sérieux dans les clubs des années 1960 et soit prise au sérieux était du jamais vu. Ce n'était pas un gadget, c'était du talent brut. Mais, sous la batterie, quelque chose de plus sombre grandissait. Karen a commencé à suivre un régime à seulement 14 ans. En 1964, elle pesait 145 livres et mesurait 5'4". Elle n'était pas en surpoids, mais elle n'aimait pas son corps. Avec les conseils d'un médecin, elle a commencé le régime Stillman. Des aliments maigres uniquement, 8 verres d'eau par jour, pas de graisse du tout. Ce qui aggrave les choses, c'est que sa mère l'a soutenue. En 1973, Karen avait maigri jusqu'à 120 livres et a maintenu ce poids pendant des années. Mais elle était déjà plongée dans un état d'esprit de contrôle et de restriction. Être appelée grassouillette, à une époque où personne ne parlait même des troubles de l'alimentation, a créé une graine qui allait devenir quelque chose de mortel. Ce n'était pas une mode. C'était une guerre lente et silencieuse dans son esprit. En avril 1966, tout a de nouveau changé. Karen avait 16 ans lorsqu'elle a passé une audition avec Joe Osborne, un bassiste du célèbre Wrecking Crew. On s'attendait seulement à ce qu'elle joue de la batterie, mais elle a décidé de chanter. Dès que sa voix est sortie,
Toutes les personnes présentes dans la pièce se sont figées. Osbourne l'a engagé immédiatement. Il ne s'intéressait même pas à Richard. La même année, ils ont participé à une émission de télévision pour Jeunes Talents et ont interprété Dancing in the Street avec Karen au chant et à la batterie en même temps. Ils ont gagné. C'est à ce moment-là que sa voix est devenue le centre de leur son. Personne ne l'avait prévu. C'est juste arrivé. Mais cela a tout changé. Elle a obtenu son diplôme du lycée de Downey en 1967 alors qu'elle n'avait que 17 ans, et non en 1968 comme le disent certains rapports. Elle a remporté le prix John Phillips Sousa pour l'excellence musicale et a poursuivi ses études au Long Beach State College pour se spécialiser en musique. Là, elle a chanté dans la chorale et a pris des leçons de Frank Pouler. Il lui a appris à étendre sa tessiture vocale à 3 octaves temps complètes. Il a dit qu'elle avait un don pour la pop, mais Karen a fait un choix qui a surpris tout le monde. Elle a quitté l'université. Elle ne voulait pas attendre. Elle voulait poursuivre la musique à plein temps avec Richard. C'était la fin des années 1960. La plupart des filles n'étaient pas encouragées à poursuivre des rêves incertains. Mais Karen s'en fichait. Elle poursuivait quelque chose qu'elle pouvait sentir dans ses os. En avril 1969, après avoir été rejetée par 10 labels différents, quelque chose a finalement cliqué. Herb Alpert Dem Records a entendu leur démo de Ticket to Ride. Karen n'avait que 19 ans. Sa voix l'a glacé. Il a dit que cela l'avait touché et il les a engagés le 22 avril 1969. C'était un tournant. Avant cela, leur groupe Spectrum s'était séparé parce que personne ne voulait leur son moyen de gamme. Le rock psychédélique prenait le dessus, mais M leur a donné une chance alors qu'il ne leur restait plus que la persévérance. Leur premier album, Offering, est sorti en octobre 1969. C'était un échec. Seulement 18 000 exemplaires vendus. Les critiques n'ont pas compris. Le public n'a pas accroché. Karen a joué de la batterie et même de la guitare basse sur certains morceaux. Leur version retravaillée de Ticket to Ride n'a atteint que le numéro 54 des charts. C'était une grande déception, mais quelque chose dans leur son attendait de percer. Pendant ces sessions d'enregistrement, Karen a fait quelque chose qui a choqué tout le studio. Elle a refusé d'arrêter de jouer de la batterie en chantant. La plupart des gens disaient que ce n'était pas possible de bien le faire, mais elle l'a fait. Elle a chanté derrière son kit Ludwig en utilisant une caisse claire super sensible. Elle a même chanté et joué en 54 temps sur All I Can Do. Elle n'allait pas se laisser enfermer. Elle a toujours dit qu'elle était une batteuse qui chantait, et non l'inverse. Ce combat pour continuer à jouer de la batterie n'a jamais cessé. En 1970, ils étaient en tournée non-stop. Environ 200 spectacles dans de petits clubs. Karen a été confrontée à des huées et à des remarques sexistes presque tous les soirs. Les gens n'aimaient pas voir une femme derrière une batterie. Ils l'ont insultée, mais elle a continué à jouer. Elle a continué à chanter. Les clubs étaient difficiles, mais ils lui ont appris à tenir la scène quoi qu'il arrive. Au début de 1966, M a failli les laisser tomber. Leur premier album était un échec. Le label perdait confiance, mais Karen n'avait pas fini. Elle s'est enfermée dans la chanson « They Long to Be Close to You » et n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Prise après prise, elle y a tout mis. Sa voix a finalement percé, M leur a donné une dernière chance. Lorsque les Carpenters ont sorti « They Long to Be Close to You » le 14 mai 1970, ce n'est pas seulement devenu un succès. Cela a tout changé. La chanson est restée numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 4 semaines consécutives et est restée dans le classement pendant 17 semaines. C'est devenu la deuxième plus grande chanson de toute l'année, juste derrière Bridge Over Troubled Water de Simon et Garfunkel. Ce seul single a été si réussi qu'il a battu des records de vente Porma Records et a contribué à définir l'ensemble de leur son. La voix de Karen était si parfaite qu'elle a valu au duo son premier Grammy en 1971. 3 mois seulement après la sortie, la chanson a été certifiée or.
Elle a également atteint la première place au Canada et en Australie et la 6e place au Royaume-Uni et en Irlande. Tout a changé à partir de ce moment-là. Exactement un an plus tard, le 14 mai 1971, ils ont sorti leur album éponyme et il a été encore plus grand. Il a grimpé à la 2e place du Billboard 200 et a fini par se vendre à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Une chanson de cet album, Superstar, a montré à quel point Karen pouvait ressentir la musique. Elle n'avait entendu la chanson qu'à la radio, mais elle a enregistré sa version émotionnelle en une seule prise. Richard n'arrivait pas à y croire. C'était si fort. Il l'a fait passer de derrière la batterie et en a fait la chanteuse principale à plein temps sur sa scène. L'album a produit 3 énormes succès et a été nommé l'un des plus grands albums de l'année. Tout le monde voulait les voir en direct. Tout le monde voulait entendre cette voix. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est à quel point Karen souffrait déjà. En 1972, le président Richard Nixon les a invités à la Maison-Blanche. Il les a présentés au chancelier allemand comme la jeune Amérique à son meilleur. Cela ressemblait à un rêve. Mais juste avant de sortir pour se produire, Karen était tellement nerveuse qu'elle a vomi. Elle avait fait cela plusieurs fois avant les grands spectacles, mais personne ne l'a jamais su. Elle l'a caché à la presse, aux fans, à tout le monde. Alors que Nixon les présentait comme des symboles de paix et de calme, Karen s'effondrait tranquillement à l'intérieur. Plus tard, cette même année, ils ont sorti « Goodbye to Love » et cela a choqué les gens pour une raison différente. Au milieu de cette ballade douce et tendre se trouvait un solo de guitare électrique distordu, du genre que personne n'attendait. Richard avait demandé au guitariste Tony Paluso de ne rien retenir. Il lui a dit de s'envoler dans le ciel avec ça, mais les fans n'étaient pas prêts. Certaines stations de radio ont refusé de diffuser la chanson. Ils ont reçu des lettres de haine. Certains les ont accusés de se transformer en groupe de rock. Elle a quand même atteint la 2e place. Mais c'était la première fois que les fans se retournaient contre eux, même un peu. Et pourtant, Karen l'a chanté parfaitement. En 1973, ils ont sorti Now and Then, un album qui a permis à Karen de montrer à nouveau ses talents à la batterie. La deuxième moitié était construite comme une émission de radio avec Karen jouant et chantant à travers de vieux succès, tandis que Tony Paluso agissait comme un DJ entre les deux. Il est sorti le 1er mai, le même jour où ils se sont produits à nouveau à la Maison-Blanche. Karen avait fait presque toutes les percussions elle-même, à l'exception d'un seul morceau, et le résultat était inoubliable. Les gens ne savaient pas qu'elle ne se contentait pas de chanter comme une star, mais qu'elle maintenait aussi le rythme en dessous de tout. Puis vint en 1974. Sing leur a valu d'autres nominations aux Grammy Awards et est devenu leur 7e single d'or aux États-Unis. Mais derrière les applaudissements, Karen commençait à sentir quelque chose changer. Les fans ont commencé à écrire des lettres pour demander si elle était assez malade. Elle a souri et a dit qu'elle était juste fatiguée. Mais la vérité était plus douloureuse. La pression de paraître parfaite, de sonner parfaitement, d'être parfaite commençait à la blesser d'une manière que personne ne pouvait encore voir. En 1975, lors de l'enregistrement de l'album Horizon, la voix de Karen s'est envolée sur Only Yesterday, sa tessiture s'étendant des notes les plus basses aux plus hautes, avec une maîtrise parfaite. Les instruments ont été enregistrés avec de nouvelles techniques qui ont rendu le tout énorme. Même le saxophone avait un effet de retard spécial. Le cofondateur d'EM Records a été tellement ému par l'album qu'il a envoyé une lettre personnelle d'éloge, ce qu'il ne faisait presque jamais. L'album est devenu numéro 1 en Angleterre et au Japon, et le single a atteint la 4e place aux États-Unis. Mais c'était la dernière fois qu'ils entreraient dans le top 10 américain. Cet été-là, lors d'une représentation à Las Vegas, Karen s'est effondrée sur scène. Son poids était tombé à seulement 90 livres. C'était la première fois que sa maladie devenait visible au public. Les Carpenters ont dû annuler leur tournée au Japon et en Europe. Ils ont perdu d'énormes sommes d'argent. Plus que cela, ils ont perdu leur élan.
C'était le début d'un long et douloureux déclin. À la fin de 1975, Karen a été forcée d'abandonner la batterie pour de bon. Elle ne mesurait que 5'4" et les gens se plaignaient de ne pas pouvoir la voir derrière la batterie. L'équipe l'a poussée à se tenir au micro et elle a cédé. Elle ne voulait pas. Jouer de la batterie la faisait se sentir en sécurité. Elle a dit un jour qu'elle était une batteuse qui chantait. Maintenant, elle se tenait seule, se sentant exposée. En 1976, leur album A Kind of Hush est sorti et Karen a essayé quelque chose de nouveau, le scat singing. Elle a laissé briller son côté jazz dans Goody Goody, surprenant les critiques. Mais l'album n'a pas bien marché. Il n'a même pas atteint le top 30 aux États-Unis. Richard luttait contre une dépendance aux somnifères. Karen rétrécissait. C'était le premier album où elle ne jouait pas du tout de la batterie. Sa voix sonnait plus douce maintenant, presque comme un murmure. Les fans ne savaient pas pourquoi. En 1977, lors du tournage de leur première émission spéciale de télévision, Karen a travaillé pendant 18 heures d'affilée sur le plateau. Elle était déterminée à paraître mince. Elle avait renvoyé son entraîneur pour lui avoir fait prendre du muscle. Elle a arrêté de manger. Elle offrait ses repas aux autres pour que personne ne s'en aperçoive. Son poids est tombé à 110 livres, et pourtant, elle n'était pas satisfaite. Les téléspectateurs n'avaient aucune idée de ce qui se passait derrière le sourire. En 1978, les fissures s'étaient élargies. Pendant l'enregistrement de leur album de Noël, Karen s'est disputée sérieusement avec Richard. Elle voulait réenregistrer Merry Christmas, Darling, et elle l'a fait seule. Sa voix sonnait délicate et envoûtante. Elle se consumait. Lors des concerts, les fans étaient stupéfaits. Elle ne pesait que 91 livres, mais elle chantait toujours comme un ange. Cet enregistrement est devenu son chef-d'œuvre final. La même année, les tabloïds ont explosé avec des histoires sur sa maladie. Karen a tout nié. À la télévision en 1981, lorsqu'on lui a posé des questions sur l'anorexie, elle a souri et a dit qu'elle était juste fatiguée. Mais la nuit, elle prenait jusqu'à 90 laxatifs pour purger son corps. Elle utilisait également secrètement des médicaments pour la thyroïde sous un faux nom, essayant d'accélérer son métabolisme. Dionne Warwick a déclaré plus tard que lorsqu'elle l'a vue en 1981, elle a été choquée de voir à quel point elle était devenue mince. Tout le monde pouvait le voir, mais Karen continuait à dire qu'elle allait bien. En 1969, elle a été hospitalisée pour épuisement. Mais même depuis son lit d'hôpital, elle insistait pour enregistrer des voix. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne savait pas comment se reposer. La décennie l'avait épuisée, mais elle voulait toujours chanter. En 1980, elle a épousé Thomas Burrus à Beverly Hills. À l'extérieur, cela ressemblait à un conte de fées, mais cela s'est rapidement transformé en un cauchemar. Burrus avait subi une vasectomie et a refusé de l'inverser, détruisant le rêve de Karen de devenir mère. Il n'arrêtait pas non plus de lui emprunter d'énormes sommes d'argent, parfois jusqu'à 50 000 $ à la fois. Des amis ont dit que c'était le point de rupture. Ils se sont séparés en 1981 et elle a demandé le divorce en 1982. À ce moment-là, le poids de Karen était tombé à seulement 80 livres. Un jour, Richard l'a trouvée effondrée dans son placard. À côté d'elle se trouvaient des assiettes de nourriture cachées qu'elle n'avait jamais mangées. Des amis ont dit qu'elle était devenue obsédée par son poids. Pendant les spectacles, la foule était stupéfaite. Les gens ont écrit des milliers de lettres pour demander ce qui n'allait pas. Des spectacles ont été annulés. Son corps était défaillant et tout le monde pouvait enfin le voir. En 1951, elle a finalement demandé de l'aide. Elle est allée à New York pour travailler avec un spécialiste. En thérapie, elle a tout avoué. Elle a dit qu'elle prenait jusqu'à 90 laxatifs par nuit. Pire encore, elle a avoué qu'elle utilisait du sirop d'Ipac pour se faire vomir après avoir mangé. Ce sirop empoisonnait lentement son cœur. Elle se sentait étourdie. Son cœur sautait des battements. Elle a atteint son poids le plus bas jamais atteint, seulement 77 livres. Elle est
Elle a été hospitalisée à nouveau, mais les dommages étaient déjà trop profonds. En janvier 1942, Karen Carpenter est entrée dans les studios SEM. Tout le monde s'est tu quand ils l'ont vue. Elle ne pesait que 90 livres, juste de la peau et des os sur une charpente de 54, mais elle avait toujours l'air concentrée, toujours prête à chanter. Et quand elle a ouvert la bouche, sa voix était toujours là. Cette tessiture douce et dorée de 3 octaves n'avait pas du tout changé. Le son qui avait fait tomber des millions de personnes amoureuses d'elle était intact. Même si son corps se consumait, elle a enregistré 10 chansons ce mois-là. Elle a tout donné avec le même perfectionnisme qu'avant, même si les gens avaient peur qu'elle ne s'effondre là, dans le studio. Richard Carpenter a déclaré plus tard qu'il pouvait sentir sa voix devenir plus faible, mais émotionnellement, elle portait toujours le même poids. Ce seraient les dernières sessions complètes qu'elle ait jamais faites. Puis vint le 25 avril 1982. Karen est entrée dans le studio une dernière fois. Elle ne savait pas que ce serait son dernier enregistrement. Elle a chanté une chanson intitulée « Now » en une seule prise, le genre de prise dont la plupart des chanteurs ne pourraient jamais rêver. Elle a réussi à peine debout. C'était une chanson à l'origine d'une artiste japonaise nommée Maria Takeuchi, mais Richard et John Bettis l'ont réécrite pour Karen. Après la prise, elle s'est tournée vers son frère et a murmuré « Est-ce que c'est assez bien? » Ce sont les dernières choses qu'elle ait jamais dites dans un studio. Cette session comprenait également « You're Enough », 2 chansons, c'est tout. Mais dans ses enregistrements, Richard a dit qu'il pouvait tout entendre, sa force, sa tristesse, son espoir. Mais 1982 n'était pas seulement une question de musique, c'était aussi l'année où Karen a été le plus durement touchée dans les coulisses. Quelques années plus tôt, elle avait secrètement commencé à travailler sur un album solo avec le producteur Phil Raone. Cela a coûté un demi-million de dollars. 400 000 dollars provenaient d'elle et de Richard. Elle voulait essayer quelque chose de nouveau, sortir de derrière la batterie, explorer quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Mais quand l'album a été terminé, le label a dit non. Herb Alpert l'a personnellement mis de côté. Pas même Quincy Jones n'a pu les convaincre de le sortir. Karen était anéantie. Les gens du label ont dit qu'elle ne sonnait pas assez forte, que sa maladie la rendait invendable. Ils lui ont même facturé, à elle et à Richard, 400 000 dollars pour couvrir les coûts, en les prélevant directement sur les futurs droits d'auteur. Ce rejet l'a frappée comme un mur. Elle avait l'impression que tout ce dans quoi elle venait de verser son âme avait été jeté de côté. L'album ne verrait pas le jour avant 1996, 13 ans trop tard. Au début de 1983, certains signes laissaient penser que les choses pourraient s'améliorer. Le 1er janvier, elle a fait irruption dans le bureau d'Herb Alpert en souriant, disant « Regardez-moi ». Elle était pleine d'espoir. Elle avait suivi un traitement à New York. Elle avait même pris 30 livres, revenant à plus de 100 livres à Thanksgiving 1982. Elle est aux sauce, elle est retournée faire du shopping. Elle a fait des projets avec Richard. Le 1er février, ils ont parlé de repartir en tournée. Elle avait l'air excitée, mais dans les coulisses, son corps s'effondrait. Le 11 janvier, elle est allée à un événement des Grammy Awards. Elle avait l'air fragile, mais a quand même plaisanté avec Dionne Warwick en disant « Regardez-moi, j'ai des fesses ». On aurait dit qu'elle s'était en train de guérir. Elle voulait vivre. Puis vint le 4 février 1983. Karen était censée signer ses derniers papiers de divorce ce matin-là. Au lieu de cela, elle s'est effondrée dans un dressing de la maison de ses parents à Downey. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, son cœur battait une fois toutes les 10 secondes, soit seulement 6 battements par minute. À 9 et à 51, elle a été déclarée morte. Elle n'avait que 32 ans. 3 jours plus tôt, elle planifiait encore l'avenir. Personne ne s'attendait à ce que cela se termine ainsi. L'autopsie du 11 mars a révélé le véritable cauchemar. Elle ne pesait que 108 livres et son estomac était vide, juste de la boue verte à l'intérieur, comme des feuilles séchées. Son taux de glycémie était de 1,10 mg par décilitre. C'est plus de 10 fois la normale.
2 ans plus tard, la vérité a finalement éclaté. Karen utilisait du sirop d'Ipac depuis des années. C'est un médicament en vente libre qui vous fait vomir. Elle a également admis, pendant le traitement, qu'elle prenait 80 à 90 laxatifs tous les soirs et environ 10 pilules pour la thyroïde par jour. Toutes ces tentatives visaient à perdre du poids pour garder son corpus petit, mais cela a détruit son cœur. La cause officielle du décès était une insuffisance cardiaque due à une cardiotoxicité à l'éméthine, un empoisonnement à l'épéaque aggravé par des années d'anorexie. Même pendant ces dernières semaines, il y avait des signes que quelque chose n'allait pas. Le 14 janvier, lors d'un dîner avec Richard et un ami, elle a soudainement eu l'air pâle, a quitté la table, puis est revenue en disant qu'elle allait bien. Les gens se sont souvenus plus tard qu'elle agissait étrangement, comme si elle essayait de prétendre que tout allait bien. Elle avait aussi des hallucinations. Elle avait dit à des amis qu'elle avait peur. Elle pensait qu'elle ne pourrait plus jamais se produire sur scène. Elle prenait toujours des médicaments contre l'anxiété. Lorsqu'elle s'est effondrée, elle portait un survêtement rouge. Et à l'intérieur de la poche, ils ont trouvé une bouteille d'Adavan. À l'extérieur, elle souriait. Elle riait, elle planifiait, mais à l'intérieur, son corps cédait. Les dommages étaient tout simplement trop importants. Après sa mort, Richard a fait tout ce qu'il pouvait pour terminer ce qu'elle avait commencé. Le 18 octobre 1983, il a sorti Voice of the Heart. Il comprenait Now It You're Enough, les chansons de sa dernière session. Il a également ajouté des morceaux qu'elle avait enregistrés entre 1976 et 1983, Bits and Pieces, jamais sortis auparavant. Le premier single était Make Believe It's Your First Time. L'album a atteint la 3e place des charts. Le monde entier a écouté sachant qu'il l'entendait pour la dernière fois. Cette voix, autrefois douce et chaleureuse et pleine de vie, était maintenant un souvenir, mais elle était toujours assez puissante pour faire pleurer les gens. Surtout maintenant. On aurait dit qu'elle implorait une autre chance, puis vint quelque chose d'inattendu. Le 1er janvier 1989, CBS a diffusé un téléfilm intitulé The Karen Carpenter Story. 30 millions de personnes l'ont regardé. Cynthia Gibb a joué Karen. Mais toutes les chansons étaient toujours la vraie voix de Karen, sauf une. Il s'ouvrait sur son effondrement dans le placard le 4 février. Le film ne s'est pas retenu. Il a tout montré. Sa maladie, son corps qui s'éteignait, les pilules, la pression. Cela a choqué les gens. Certains n'avaient même jamais entendu parler de l'anorexie auparavant. Le film a été nominé aux Emmy Awards. CBS a terminé la diffusion avec Richard exhortant les téléspectateurs à en apprendre davantage sur les troubles de l'alimentation. Soudain, le monde prêtait attention à quelque chose qu'il avait ignoré pendant des années. Mais l'héritage de Karen ne s'est pas arrêté là. En 1994, quelque chose d'étrange s'est produit. Un album hommage est sorti intitulé If I Were a Carpenter. Mais ce n'était pas du soft rock, c'était 14 groupes de rock alternatif et indie faisant des reprises de chansons de Carpenter. Sonic Youth a transformé Superstar en une complainte obsédante. The Cranberries a fait Close to You, Red Cross, Shonen Knife, Cracker. Ils lui ont tous donné une touche punk sauvage. Les critiques l'ont qualifié d'étrange, de triste, de brillant. Même des groupes de la scène grunge se sentaient liés à sa musique. Cette voix douce et lancinante des années 70 avait en quelque sorte atteint le cœur de personnes qui n'avaient même pas grandi avec elle. Sa douleur, sa beauté, son son, tout cela comptait encore.